Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de 20 questions. C'est un examen blanc. Alors, c'est la deuxième partie, une première partie que vous trouverez aussi sur la chaîne. Donc, 20 questions, je fais les corrections avec vous, je vous donne les réponses, les exceptions, ce qu'il fallait répondre, est-ce qu'il y avait des pièges, pour que vous puissiez avoir votre code rapidement et surtout dans de bonnes conditions. Voilà, attrapez un papier et un stylo et on va démarrer tout de suite. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va pouvoir démarrer. C'est à vous. Je vérifie régulièrement la profondeur des sculptures de la bande de roulement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le flanc du pneu, pour repérer les témoins d'usure, je trouve toujours le même symbole. Réponse C. Le symbole peut être différent en fonction du fabricant. Réponse D. Alors, les pneumatiques. Donc, première question. Je vérifie régulièrement la profondeur des sculptures. Donc, les sculptures, vous savez ce que c'est. C'est ce qui permet d'avoir l'adhérence du pneu là, sur la route, et surtout, quand il pleut, de pouvoir évacuer l'eau. Pourquoi il faut qu'on évacue l'eau? Pour éviter ce qu'on appelle l'aquaplanage, c'est-à-dire que quand le pneu ne touche plus le sol parce qu'il y a trop d'eau entre les deux, c'est là que vous glissez, vous ne maîtrisez plus votre voiture. Donc toutes ces petites stries sont là pour évacuer l'eau sur les côtés et garder une certaine adhérence. Par contre, il faut toujours vérifier que vos pneus ne sont pas trop usés, c'est-à-dire que vous voyez là entre les lignes les grands creux, s'il n'y en a plus du tout, ça veut dire que vos pneus sont usés. Je vous ai entouré là en rouge, vous voyez le témoin d'usure, donc en mettant le doigt, vous allez pouvoir le toucher et le voir, pour savoir si vos pneus sont encore utilisables ou pas. Ensuite, à côté, vous avez deux symboles. Vous voyez, vous avez le bonhomme Michelin pour la marque Michelin, et vous avez une étoile aussi pour d'autres marques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rencontrer plusieurs symboles en fonction de la marque du pneu. Donc, est-ce qu'il faut régulièrement vérifier la profondeur des sculptures de la bande de roulement? Je vous rappelle que la bande de roulement, ça reste la partie qui est en contact avec le sol. Ok? Le flanc, c'est la partie qui n'est pas en contact avec le sol. Donc, la profondeur des sculptures est sur le flanc du pneu pour repérer les témoins d'usure. Je trouve toujours le même symbole, non. Je trouve des symboles différents en fonction du fabricant, comme je vous l'ai montré sur l'image. Donc, réponse A et D. Suite à un problème mécanique, je circule à allure anormalement lente. J'actionne les feux de détresse pour éviter de surprendre les autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour limiter le risque d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour répondre, j'ai besoin de faire une petite analyse rapide. Je vois bien que je suis hors agglomération, on est limité à 80 km/h, ça veut dire qu'on roule quand même relativement vite. Et là, Monsieur Code, il veut voir si vous avez compris un peu l'esprit du code de la route. Donc, il veut voir si vous êtes sécure et si vous faites attention. Donc, on vous dit que vous avez un problème mécanique, et dû à ce problème mécanique, vous roulez très lentement. Donc, est-ce qu'on allume les feux de détresse pour éviter de surprendre les autres usagers qui arrivent notamment derrière? Oui, bien sûr, puisque si derrière il y a un véhicule qui arrive à 80 km/h et que vous êtes à 30 km/h, il y a 50 km/h d'écart. Donc imaginez une voiture qui vous rentre dedans à 50 km/h. S'il n'y a pas de communication particulière, elle ne peut pas voir que vous êtes à 30. Puisque elle roule, elle est à 80, elle se dit qu'on est sur une voie qui est quand même plutôt rapide et que vous êtes à la même allure. Le temps qu'ils se rendent compte que vous allez beaucoup plus lentement, ça peut prendre du temps et la distance de freinage est quand même, la distance d'arrêt est plutôt longue. Donc oui, pour éviter de surprendre les autres usagers. Pour limiter le risque d'accident, bah oui aussi forcément. Hein. Donc ça, c'est les questions types de Monsieur Code. On répond toujours avec sécurité
et normalement ça se passe toujours bien. Je peux me trouver dans l'angle mort du véhicule lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille attentivement ces clignotants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, une question importante, puisque la cohabitation avec les poids lourds, elle est importante, et surtout, un poids lourd n'est pas une voiture, il faut que vous le sachiez, et surtout que vous en teniez compte. Pourquoi on en tient compte? Parce que, alors, comme vous le voyez là, un camion, il a quand même pas mal d'angles morts. On voit là en rouge toutes les parties qui sont les zones d'angle mort qui ne sont pas vues par le conducteur à l'aide de ses rétros. Surtout que le camion, lui, il n'a pas de rétroviseur intérieur qui lui permet de voir derrière. Il n'a que ses rétros sur les côtés. Donc il faut vraiment en tenir compte et pas se trouver dans ces angles morts, sinon on est un petit peu en danger. Vous trouvez sur le bus, notamment, des stickers jaunes qui expliquent aussi les angles morts où il ne faut pas se mettre parce que ça peut être dangereux. Donc on voit bien là que sur cette image, on est à peu près dans l'angle mort, là par rapport à la photo qu'on a vue et qu'on va revoir. Et donc c'est quelque chose de dangereux pour notre situation. Et Monsieur Code, il nous le demande justement pour ça, puisque là, on est à peu près dans son angle mort, et donc il va falloir qu'on surveille son clignotant, puisque s'il ne nous a pas vu et si on est dans son angle mort, il va d'abord clignoter, ce sera alors à nous de communiquer avec lui en klaxonnant ou en faisant un appel de feu si c'est la nuit. Donc est-ce que je peux me trouver dans l'angle mort du véhicule du poids lourd? Oui. Et je surveille attentivement ces clignotants? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur de courts trajets en ville, je peux être plus rapide à vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, question facile, là on perd pas beaucoup de temps dessus, vous devez être capable, vous avez bien compris, hein, c'est de l'éco-conduite, la sensibilisation à l'écologie, donc bien sûr on va beaucoup plus vite en voiture, en vélo partout, on va beaucoup plus vite en vélo sur un petit trajet qu'en voiture. Juste les embouteillages, trouver la place de stationnement, aller payer le parc-mètre, etc., etc. Le système d'avertisseur de sortie de voie m'avertit si je franchis une ligne sans clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rectifie la trajectoire sur certains modèles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question sur les équipements de la voiture. Donc les équipements de la voiture, aujourd'hui, plus ça va, plus ça progresse. Vous avez entendu parler de Tesla, les voitures électriques, avec un ordinateur dedans qui fonctionne très bien. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un avertisseur de franchissement de ligne? C'est que là, vous avez la ligne qui est continue en plus, et vous avez la ligne de rive qu'il ne faut pas dépasser. Ça veut dire que si vous êtes bien au milieu de votre voie, vous ne risquez rien. Si vous vous endormez, si vous êtes fatigué, vous somnolez, ou vous n'êtes pas attentif parce que vous êtes sur votre téléphone, ce qui est strictement interdit, ou en train de régler la radio, ou autre dans la voiture, vous pouvez avoir le véhicule qui dérive et qui franchit l'une de ces deux lignes. Certaines voitures, avec une bonne technologie, arrivent à avoir des capteurs, comme vous le voyez là, qui permettent de situer le véhicule. Et si le capteur voit que vous êtes en train de franchir la ligne et qu'il n'y a pas de réaction de votre côté, oui, il est là pour vous avertir et parfois même pour corriger la trajectoire. Donc, je vous parlais des Tesla, il y a un pilote semi-autonome qui peut éventuellement corriger si vous avez un comportement sur la route un peu bizarre pour la voiture en tout cas, elle peut vous aider à le corriger. Donc, m'avertir si je franchis une ligne sans clignotant, oui. Et pareil, rectifier la trajectoire sur certains modèles. Donc, Monsieur Code, il le précise, il dit pas sur tous, il dit sur certains modèles. Donc, on peut répondre oui aussi. Donc, réponse A et C. En tournant à droite ici, je circule sur une route métropolitaine. Réponse A.
Je suis sur un itinéraire important en direction de Carcassonne. Réponse B. Je vais obligatoirement emprunter une autoroute. Réponse C. Alors, les itinéraires, les panneaux de direction. Donc, on va voir ça. Donc, si on tourne à droite, ok, pas de souci, on constate que je circule sur une route métropolitaine. Donc, pour ça, je regarde le cartouche qui est tout en haut du panneau, et je vois là qu'il est vert. C'est un cartouche qui est très récent. Donc, on appelle ça maintenant les routes métropolitaines. Vous voyez le symbole, il y a le M avec. Donc, vous pouvez être sûr que dans toutes les questions de code, là, vous allez en avoir beaucoup, parce qu'ils veulent habituer les gens à tenir compte de ce nouveau cartouche. Donc, oui, je suis sur une route métropolitaine, si je vais à droite. Je suis un itinéraire important en direction de Carcassonne. Alors, j'ai un panneau à fond vert, ça veut dire route importante, pas de problème, en direction de Carcassonne. Donc, oui, c'est vrai. Et je vais obligatoirement emprunter une autoroute. Ça, non. Parce que vous voyez, quand il y a les obligatoirement, immédiatement, etc., en général, il faut se méfier, mais on vous indique dans l'ordre que vous êtes sur une route métropolitaine, que vous pourrez y prendre l'autoroute A61, que vous irez en direction de Carcassonne, la petite ville de Villalier, etc., et l'itinéraire bis en direction de Perpignan. Ok? Donc la réponse A et la réponse B, et on fait attention aux obligatoires. L'ordre de passage est le suivant. B, A et C. Réponse A. C, B et A. Réponse B. A, C et B. Réponse C. Alors, je vous ai bien laissé tout le temps pour réfléchir, parce que c'est un peu particulier, et ça peut être un peu long. Donc, l'ordre de passage, il faut qu'on analyse la situation. Donc, j'espère que c'est ce que vous avez fait. Donc, vous voyez que le véhicule qui est là, le véhicule B, déjà, il a cédé le passage. Donc, lui, on sait que ce sera très certainement le dernier à passer. Ensuite, le véhicule C, on voit ici qu'il a un panneau, là, route à caractère prioritaire, et on voit bien qu'il est sur la trajectoire. Et pareil pour le véhicule qui arrive là, et qui va, lui aussi, tourner à droite. Donc, pour vous montrer, axe prioritaire, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous permettre, plutôt une petite photo, qui va vous permettre de bien le comprendre. Donc voilà, on l'a de façon un petit peu différente. Donc, on voit bien que le panonceau que vous avez là, il correspond au schéma exact de ce qui va arriver devant vous. Donc, la rue qui est à gauche, la rue qui est à droite. Quand vous êtes en gras et que vous restez sur cet axe, ça veut dire que vous êtes sur la route à caractère prioritaire et que vous pouvez passer sans aucun problème. Si vous êtes par contre sur un axe qui n'est pas en gras, là il va falloir que vous laissiez la priorité aux autres véhicules. Donc là je vais vous le mettre en plus grand. Donc dès que le problème de ces panneaux là, c'est que dès que vous quittez cet axe là, ça veut dire que vous allez croiser la voie de circulation des autres, et là ça va être un problème et vous allez devoir céder le passage. Donc pour ce qui nous concerne et notre photo, on va répondre la réponse C, là. Donc, le véhicule A, lui, il va pouvoir passer, il ne croise personne. Ensuite, le véhicule C. Et à la fin, ce sera le véhicule B qui pourra s'engager, puisque lui a cédé le passage. Vous noterez que les deux véhicules ne se croisent pas, ni le A, ni le C. Donc, A, C et B. Voilà, elle était un peu dure, j'espère que vous avez réussi à prendre le temps et à réussi à bien répondre. Mais dans ces cas-là, vous avez quand même un petit peu plus de 10 secondes. Donc prenez bien le temps, regardez bien qui est prioritaire, qui ne l'est pas. Et quand vous avez ce type de panonceau là, regardez qui reste sur son axe prioritaire.
et qui le quitte. Ça vous donnera une idée de qui est prioritaire et qui passe en premier. En traversant la chaussée, je suis facilement détectable par l'ensemble des conducteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, pareil, on perd pas trop de temps, c'est une question qui est facile et qui est logique. En traversant la chaussée, je suis facilement détectable par l'ensemble des conducteurs. Non, je suis pas facilement détectable. On voit bien ici, alors j'espère que vous l'avez remarqué, mais il y a un véhicule qui arrive qui était pile dans l'axe de ce véhicule-là. Donc ça veut dire que sa visibilité, elle est cachée et qu'il nous a peut-être pas vu. Donc il va falloir qu'il nous voit là, qu'il réagisse et qu'il s'arrête, en espérant qu'il ait adapté son allure. Donc on n'est pas détectable toujours par tout le monde. Ça veut dire que même si vous êtes piéton et sur un passage piéton et que vous êtes prioritaire, il faut quand même y faire attention. C'est une des questions simples, ça. Hein, vous le savez, à votre examen de code, vous aurez 40 questions. Donc sur ces 40 questions, vous allez avoir une trentaine de questions qui va être simple. Alors ce que j'appelle simple, c'est ça. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure aussi. Celles qui sont un peu plus dures, c'est la précédente, où il faut choisir l'ordre de priorité, etc. Donc, les 30 qui sont plutôt simples, vous devez les maîtriser et vous devez avoir bon. Et ne pas perdre de joker sur ça. Il faut que vos 5 jokers, vous les gardiez pour les 10 questions qui sont un petit peu plus difficiles. Comme ça, normalement, avec 10 questions difficiles et 5 possibilités de se tromper, ça devrait passer. Mais vous ne devez pas perdre de points sur des questions aussi simples que celle-là. Donc, vous devez répondre correctement. En plus, ça se voit un peu la façon dont c'est formulé, que Monsieur Code essaye de voir un petit peu si vous avez compris l'esprit et si vous êtes sécure. Donc, en traversant, je suis facilement détectable par l'ensemble des conducteurs. Non. Réponse B. Avec l'application e-constat, je peux déclarer un accident corporel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux envoyer le constat à mon assureur le jour même de l'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, nouvelle technologie aussi. Vous avez un accrochage, vous devez faire un constat en fonction de votre assureur. Si vous avez l'application de votre assureur, je peux déclarer un accident corporel. Non, on ne peut pas déclarer un accident corporel. Donc vous voyez, là, il essaye un petit peu de vous piéger, Monsieur Code. Pourquoi? Parce que quand il y a un accident corporel, il faut appeler la police, c'est elle qui intervient, et du coup, c'est elle qui fait le constat. D'accord? C'est pas vous qui le faites. Vous faites que les constats quand c'est de la casse, mais qu'il n'y a pas d'accident corporel. Corporel, c'est humain. D'accord? S'il n'y a pas de blessé humain, vous pouvez le faire tout seul, sans problème, avec l'autre usager. Est-ce que je peux envoyer le constat à mon assureur le jour même de l'accident? Donc si ce n'est pas un accident corporel, oui, vous pouvez l'envoyer parce que l'application, elle sert à ça. Vous le mettez dessus et puis lui peut la télécharger. En gros, ça va beaucoup plus vite, vous êtes remboursé plus vite ou réparé plus vite. Mais pas d'accident corporel. L'accident corporel, c'est toujours réglé par la police puisqu'elle se déplace quand il y a des blessés et c'est elle qui fait le constat. Donc réponse B et C. Lorsque je détecte un danger, je place le pied face au frein pour diminuer le risque d'accident, réponse A, le temps de réaction, réponse B, la distance d'arrêt, réponse C, la distance de freinage, réponse D. Bon, vous avez compris, quand je vous laisse un peu plus de temps, ça veut dire que c'est un petit peu plus délicat. Alors, on voit que oui, il y a un obstacle, donc on nous dit qu'il y a un danger, il va falloir que je réagisse. Donc je mets mon pied devant le frein, comme ça me permet d'être un peu plus rapide en cas de problème. Donc du coup, ça diminue quoi, le risque d'accident? Bah oui, si je suis prêt à intervenir, ça diminue mon risque d'accident. Est-ce que ça diminue mon temps de réaction? Est-ce que ça diminue ma distance d'arrêt?
ou ma distance de freinage. Donc là, en gros, il faut que vous sachiez et que vous connaissiez comment on réagit et ce que veut dire la distance d'arrêt, la distance de freinage et de quoi elle est composée. Donc, on l'a ici. Donc, si vous l'avez là, je vous l'explique. Donc, vous voyez qu'au début, en gros, toute la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Donc, la distance la distance parcourue durant le temps de réaction, c'est le moment où vous voyez qu'il y a un obstacle devant, et le moment où votre pied va arriver sur le frein. Donc, c'est votre temps de réaction. En gros, le temps de réaction pour un être humain, il est d'à peu près 1 seconde. Alors, ça varie, bien sûr, c'est une moyenne. Un grand pilote de Formule 1, lui, il va être à 0,70 parce que c'est un pilote de Formule 1, il a des super réflexes. Mais la moyenne, dites-vous toujours que le temps de réaction, c'est 1 seconde. Sauf que pendant cette seconde, le temps que votre pied arrive jusqu'au frein, et ben vous avez parcouru de la distance. Et du coup, en mettant le pied devant le frein, ben c'est ça qu'on gagne. C'est que si on doit intervenir, notre temps de réaction, il est beaucoup plus court. Ensuite, la distance de freinage. La distance de freinage, c'est le moment où je freine et le moment où le véhicule s'arrête. Ok ? Et l'ensemble, la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue, donc pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Donc voilà de quoi est fait la distance de freinage. Alors, ça je vous le mets pour information aussi, pour que vous le sachiez, mais avoir une idée de la vitesse à laquelle vous roulez et combien du coup de mètres il vous faut pour vous arrêter. Donc vous pourrez le regarder et le consulter. Ça vous donnera une idée. Vous verrez que ça fait c'est un peu flippant quand même. Donc du coup, lorsque je mets mon pied devant le frein, j'améliore mon temps de réaction, ma distance d'arrêt, mais pas ma distance de freinage. Parce que ma distance de freinage, c'est quand j'ai freiné et que le véhicule s'arrête. Ok ? Donc, la distance d'arrêt globale, elle est influencée puisqu'elle comporte le temps de réaction et la distance de freinage, donc les deux, et le temps de réaction. Donc ça veut dire que la réponse, c'est la réponse A, la réponse B et la réponse C. En mettant mon pied devant le frein, je diminue le risque d'accident, je diminue mon temps de réaction et je diminue ma distance d'arrêt. Voilà, j'espère que ce sera plutôt clair. J'ai fait toute une vidéo aussi dessus. Mais vraiment, ce modèle-là, essayez si vous pouvez de bien l'avoir en tête parce qu'on vous posera toujours des questions dessus. Tout le temps. Et si c'est pas cette question-là, on peut vous poser d'autres questions. On va prendre 2 minutes, on va le faire comme ça, c'est fait. On va vous dire, par exemple, est-ce que les intempéries ont une incidence sur le temps de réaction? C'est-à-dire que si vous conduisez sous la neige ou sous la pluie, est-ce que votre temps de réaction va être allongé ou pas? En fait, non, qu'il pleuve ou pas, votre temps de réaction, c'est le même, il dure 1 seconde. D'accord? Par contre, votre distance de freinage, s'il pleut ou il neige, eh ben, elle va être plus longue. Ok? Par contre, ce qui a une influence sur vous, l'être humain, et donc votre temps de réaction, ça va être quoi? Ça va être la fatigue. Si on vous dit je suis fatigué, je conduis depuis longtemps, est-ce que ça va avoir une incidence sur mon temps de réaction? Oui. Parce que quand je suis fatigué, bah, au lieu de mettre 1 seconde, je vais peut-être mettre 1 seconde 10. Ok? Pareil pour les stupéfiants, et pareil pour l'alcool. D'accord? Donc tout ce qui concerne l'être humain, ça a une influence sur le temps de réaction, et tout ce qui concerne les intempéries ou l'état de la chaussée, ça a une influence sur le véhicule. Ok? Allez, j'espère que c'est bon pour vous et que ça vous aidera pour les prochaines questions que vous allez rencontrer. Donc on a dit A, B et C. Question suivante. J'utilise l'embrayage pour changer de rapport de boîte de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En débrayant juste avant l'arrêt, j'évite de caler. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, c'est de la mécanique. Bon, si vous avez jamais conduit, vous pouvez pas le savoir. Donc, j'utilise l'embrayage pour changer de rapport de vitesse. Oui, l'embrayage, il sert à ça.
Vous le verrez quand vous serez en conduite, quand vous appuyez sur l'embrayage, et ça vous permet de passer une vitesse différente. Donc oui, en débrayant juste avant l'arrêt, j'évite de caler. Oui aussi, pareil, au moment où on s'arrête, on débraye, et puis ça nous permet de ne pas caler. Donc c'est de la pure mécanique, essayez juste de le retenir, et puis après, dès que vous serez en voiture, c'est quelque chose qui vous paraîtra évident. La signalisation annonce un endroit fréquenté par les enfants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue à cette allure. Réponse C. Je place le pied droit face à la pédale de frein. Réponse D. Allez, pareil, ça fait partie des questions faciles. On analyse ça et on peut s'en sortir. On voit bien qu'ici, on a un panneau de danger. Ok. De danger, on nous dit que c'est un endroit fréquenté par les enfants. Donc si c'est un danger, forcément, il va falloir que j'ai une réaction. En tout cas, on attend une réaction de vous. Donc, est-ce que je continue à cette allure? Non. Est-ce que je place le pied droit face à la pédale de frein? Oui. Comme ça, je suis prêt à réagir. Et du coup, j'améliore mon temps de réaction. Voilà, je suis sûr que vous y avez pensé. Et la signalisation annonce un endroit fréquenté par les enfants. Oui, bien sûr, c'est la définition du panneau qui est là. Ok, 10 secondes, vous analysez, vous répondez tranquillement, et ça fait partie des 30 questions qui sont plutôt simples, sur lesquelles il ne faut surtout pas se tromper. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. Je fais un appel lumineux. Réponse D. Pareil, question facile, un peu de logique et on s'en sort. On analyse, donc on a un cycliste, il est où? Il est dans sa piste cyclable. Donc déjà, il est protégé et ça veut dire que l'espace qui me reste sur ma voie est assez large pour que je puisse le dépasser sans difficulté. Je vois que c'est vert, ok, pas de problème. Donc je laisse un intervalle d'1 mètre, bien sûr. Il est déjà fait et calculé avec la piste cyclable. Donc 1 mètre en agglomération, 1,50 m hors agglomération. Est-ce que je klaxonne? Pas du tout, j'ai aucune raison de klaxonner. En agglomération, on ne klaxonne qu'en cas de danger immédiat. Là, ça va juste le perturber, voire lui faire peur. Est-ce que je dépasse? Oui, c'est un vélo, il va beaucoup moins vite que moi, le feu est vert. Donc pas de problème, je peux faire mon dépassement et faire un appel lumineux. On est en plein jour, un appel lumineux ne servira à rien. Surtout qu'il ne me voit pas, on ne va pas dans le même sens. Donc, réponse A et réponse C. Sur autoroute, circuler avec des pneus sous-gonflés améliore la tenue de route. Réponse A. Augmente le risque d'éclatement. Réponse B. Augmente la consommation en énergie du véhicule. Réponse C. Augmente leur usure. Réponse D. Allez, encore une question sur le véhicule qu'il faut connaître. Donc les pneus, on a vu tout à l'heure les témoins d'usure, où est-ce qu'ils étaient, qu'il pouvait y en avoir de marques différentes. Là, on nous dit que sur autoroute, circuler avec des pneus sous-gonflés améliore la tenue de route. Pas du tout. Au contraire, quand vous prenez l'autoroute, vous partez en vacances, avant souvent, on gonfle bien les pneus pour avoir une meilleure adhérence et une meilleure consommation. Donc, augmente le risque d'éclatement, oui. Plus le pneu est dégonflé et plus vous avez un risque d'éclatement du pneu qui est concret, réel et dangereux. Augmentation de la consommation d'énergie du véhicule, oui aussi, parce que elle va trop adhérer au sol et du coup ça va demander plus d'énergie au véhicule pour avancer, du coup ça va consommer plus d'énergie. Augmente leur usure, bah oui, c'est pas fait pour ça, donc ça va les abîmer aussi en plus. Donc réponse B, réponse C et réponse D. B, C, D. Dans les bouchons, la pollution atmosphérique est importante. Oui. Réponse A.
Non. Réponse B. En gardant ce voyant allumé, je limite cette pollution. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Monsieur Code est taquin, donc j'espère que vous vous êtes pas fait avoir. Donc la pollution atmosphérique est importante dans les bouchons, oui. Hein, vous le savez, quand les voitures sont toutes les unes derrière les autres, à faire du surplace, il y a beaucoup d'émanations de pots d'échappement et du coup ça sent mauvais, c'est pas très agréable. En gardant ce voyant allumé, je limite cette pollution. Quel voyant? Celui-là, c'est le mode éco. Donc beaucoup de véhicules, pratiquement tous, ont un mode éco qui permet de moins consommer, voire de couper couper le moteur lorsqu'on est à l'arrêt, et du coup de dégager moins de CO2 et avoir une atmosphère un peu plus sympa. Sauf que là, il nous dit en gardant ce voyant allumé, et il y a marqué off. Donc ça veut dire qu'il est éteint. Donc en gardant ce voyant allumé, je limite cette pollution? Non, pas du tout. Il faut que le voyant soit éteint, et du coup, le mode éco sera activé. Et s'il est activé, là on consommera moins. Donc j'espère que vous avez été attentif, que vous n'avez pas répondu trop vite, parce que sinon ça coûte une faute et c'est dommage. Donc utilisez bien les 10, 12, 13 secondes qui vous sont données pour bien regarder et pas tomber dans une faute bête ou un oubli ou des choses comme ça. Je viens d'obtenir un permis sur boîte automatique pour raison non médicale. Pour conduire un véhicule à boîte manuelle, je dois attendre au moins 3 mois. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois suivre une formation de 7 heures. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, pareil, Monsieur Code, il vous donne des informations, il communique avec vous sur les nouvelles réglementations. Donc, le permis sur boîte automatique, pour raison non médicale. Alors, il le précise pourquoi, parce que sur les permis boîte automatique, parfois on peut avoir des personnes, des usagers qui sont handicapés ou qui ont des handicaps parfois réduits, mais qui les obligent à conduire que un véhicule de boîte automatique, et du coup ils ne peuvent pas ensuite passer sur une boîte mécanique. Vous, c'est pas le cas, ou si c'est pas le cas en tout cas, vous pouvez choisir de passer votre permis sur une boîte automatique. Plus facile, d'accord, plus simple, moins de cours, un peu plus accessible. Donc c'est très bien. Si après il vous tient à cœur de quand même passer votre permis sur boîte mécanique, il faut que vous attendiez un délai de 3 mois et ensuite que vous reveniez à l'auto-école faire une formation de 7 heures sans repasser devant un examinateur. C'est-à-dire que c'est le moniteur qui va juste vous apprendre à utiliser la boîte de vitesse et ensuite vous le validez et vous aurez votre permis classique, automatique et manuel. Ok? Donc, est-ce que je dois attendre 3 mois? Oui. Et est-ce que je dois suivre une formation de 7 heures? Oui, aussi. Dans des emplacements en bataille, je me range de préférence en marche arrière pour mieux voir la circulation en quittant le stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Être loin de la chaussée pour descendre les bagages. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, le rangement en bataille, c'est se ranger, c'est les places qui sont perpendiculaires à la route, d'accord? Vous voyez là comment on y rentre. Alors, Monsieur Code, bien sûr, il va pas tout vous donner, donc il vous a mis 2 véhicules qui sont rentrés en marche avant, hein, pour bien semer le doute. Mais le rangement en bataille, c'est toujours mieux de rentrer en marche arrière, pour les 2 raisons qui sont là, c'est-à-dire quitter son véhicule est plus facile, décharger du coffre, c'est plus facile aussi, et puis surtout, quand on repart, on a une meilleure visibilité, et on peut quitter son stationnement en toute sécurité. Donc, mieux réponse A et réponse C, oui et oui.
Aucun véhicule ne circule sur l'anneau du carrefour à sens giratoire. Je m'engage immédiatement. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Ok, allez, on l'a dit tout à l'heure, les immédiatement, dès à présent, etc. Faut toujours se méfier. Vous avez, j'espère, tous vu le piéton qui est là. Bon, ça fait partie des questions faciles, on prend son temps, on le voit, et bien sûr, je m'arrête et je laisse passer le piéton, même s'il n'y a personne sur l'anneau du giratoire. J'espère que vous n'êtes pas fait avoir. Le véhicule avec les feux de détresse est arrêté. Je continue à la même allure. Réponse A. Je place le pied droit face au frein. Réponse B. Je le dépasse. Réponse C. Allez, celle-là aussi, elle fait partie des faciles. Il n'y a pas de piège particulier. Il y a un véhicule qui est en feu de détresse. Je continue à la même allure. Non, jamais. Dès qu'il se passe quelque chose sur la route, je dois avoir une réaction et m'adapter. Donc, je place mon pied droit devant le frein. Et ensuite, je vais le dépasser en faisant attention. Tout simplement. Donc, réponse B et C. Dans cette agglomération, le 12 du mois, je stationne du côté des numéros. Pair. Réponse A. Impair. Réponse B. Je vous laisse faire vos calculs, voir quelle date, etc. Alors, donc c'est un panneau qui génère beaucoup de frustration, mais qui est très simple. La première chose à se dire pour savoir ce qu'on a à faire, c'est quelle est la forme du panneau. Donc le panneau, comme vous le voyez, il est carré. D'accord? Alors il y a un panneau rond dedans, mais la forme principale est carrée. Donc si c'est carré, ça veut dire que ça vous donne une information. Et donc l'information que ça va vous donner là, c'est que il va falloir se garer du 1 au 15 du côté des numéros impairs, puisque ça commence par 1, 1 c'est impair. Donc du côté des numéros impairs. Donc du 1 au 15, entre le 1 et le 15, on se gare du côté des numéros impairs, et entre le 16 et le 31, on se gare du côté des numéros pairs, tout simplement. Donc là, on nous dit qu'on est le 12 du mois. Donc si on est le 12 du mois, le 12 c'est compris entre le 1 et le 15, donc je vais devoir me garer du côté des numéros impairs. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous mettre un petit quelque chose qui devrait vous permettre de... Hop. Voilà. Donc le stationnement alterné, du 1 au 15 du mois du côté des numéros impairs et du 16 à la fin du mois du côté des numéros pairs. D'accord? On le reconnaît parce que quand ça commence par 1, ça veut dire que c'est impair, donc c'est du côté des numéros pairs. Ça commence par 16, c'est pair, c'est du côté des numéros pairs. Le changement doit s'effectuer entre 20h30 et 21h, le dernier jour de chaque quinzaine. Ok? Essayez de le retenir parce que c'est aussi une question de code qui peut tomber sur ces panneaux à alternance, semi-mensuelle. Ensuite, on en a un... Hop. Voilà, on en a un là. Donc, panneau carré, donc ça nous donne une information et ça nous dit de quel côté on peut se garer. Alors, il ne faut pas le confondre avec le panneau d'interdiction de stationnement. Ça veut dire que si on n'avait que ce panneau-là rond, ok, alors on n'aurait pas les deux, parce qu'on ne peut pas nous interdire de... Si on n'avait que le panneau rond, là, on ne peut pas avoir les deux, le 16 et du 1 au 15, mais vous en aurez que l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, la lecture qu'il faut en faire, c'est que, comme ce serait un panneau rond, ça veut dire qu'il est interdit de stationner du côté du 1 au 15, du côté des numéros impairs, ou du 16 au 31, du côté des numéros pairs. Ok? Donc, deux choses, soit c'est dans un panneau carré et on nous informe et on nous dit de quel côté on peut se stationner, avec du 16 au 31 et du 1 au 15, ou alors vous auriez que le panneau rond
et du coup vous n'auriez que un seul numéro, et du coup ça vous interdit de stationner d'un côté ou de l'autre. C'est la différence entre les deux. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. C'était la dernière question sur ces 20, j'espère que vous avez eu un bon résultat, et que ça va bien se passer pour le code, j'espère que ça vous aura aidé, et que vous avez appris des choses. Voilà, si vous voulez nous donner un coup de main et nous motiver, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un pouce, voire à activer la cloche pour avoir les prochains tests qui vont arriver très bientôt. Merci à tous, je vous dis à bientôt. Salut!